Paul Swiftwater était assis sur l'affleurement de granit depuis près de 3 heures, lorsque des mouvements dans le canyon en contrebas attirèrent enfin son attention. La matinée d'octobre avait commencé dans le froid, avec une température à peine supérieure à 0. Et malgré sa veste de chasse isolante et le thermos de café qu'il avait emporté, le froid s'était insinué jusque dans ses articulations. Il avait 53 ans et son corps le lui rappelait de plus en plus souvent ces derniers temps. Ses genoux lui faisaient mal depuis la randonnée d'avant l'aube, depuis le départ du sentier. Et le bas de son dos avait développé cette raideur familière qui survenait après être resté trop longtemps dans la même position. La chaîne de Wasatch s'étendait devant lui dans toutes les directions, un paysage qu'il photographiait depuis près de 15 ans. Il connaissait ces montagnes comme certains connaissent leur propre quartier. Chaque bassin versant, chaque ligne de crête, chaque prairie cachée où les wapitis se rassemblaient au petit matin. Cet endroit particulier, une corniche de granit surplombant un canyon profond près de la frontière de la Uinta-Wasatch Cache National Forest, était l'un de ses préférés depuis qu'il l'avait découvert 8 ans auparavant. La vue était spectaculaire, englobant 3 systèmes de drainage différents et offrant des lignes de vue qui s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions. Paul avait grandi dans le Wyoming, fils d'une mère Shoshone et d'un père blanc qui avait travaillé comme ouvrier agricole dans la région de Wind River. Il avait passé son enfance dehors, à apprendre à pister les animaux et à lire le paysage auprès d'oncles et de cousins qui vivaient encore selon les anciennes traditions, quand il le pouvait. Il avait eu son premier appareil photo à 16 ans, un Pentax cabossé que sa mère avait trouvé dans une friperie à Riverton, et à partir de ce moment, sa voie était toute tracée. La photographie animalière lui donnait une raison de passer ses journées dans les montagnes, à regarder, attendre et observer les créatures que la plupart des gens ne voyaient jamais. Aujourd'hui, des décennies plus tard, il jouissait d'une solide réputation dans le milieu. Ses images avaient été publiées dans National Geographic, Outdoor Photographer et des dizaines d'autres publications. Il avait remporté des prix, donné des conférences, animé des ateliers pour des photographes en herbe qui voulaient apprendre ses techniques. Mais malgré tout ce succès, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était encore ça, être assis seul dans la nature sauvage, attendant que quelque chose de magnifique se révèle. Le café dans son thermos avait refroidi depuis 1 heure, mais il le but quand même, appréciant la chaleur amère qui se propageait dans sa poitrine. Il avait l'estomac vide. Il avait sauté le petit déjeuner pour arriver à cet endroit avant le lever du soleil, voulant être en position lorsque la lumière du matin commencerait à illuminer le canyon. Le sacrifice en avait valu la peine. Il avait déjà pris quelques clichés corrects d'un petit troupeau de cerfs mulets se déplaçant à travers les chênes broussailleux en contrebas. Leur souffle visible dans l'air froid alors qu'ils broutaient la végétation jaunie par l'automne. Mais il attendait quelque chose de mieux, quelque chose de plus rare. Les pumas avaient été abondamment photographiés dans certaines parties de leur aire de répartition, mais les grands félins de l'Utah restaient notoirement difficiles à documenter. C'étaient des fantômes, se déplaçant à travers le paysage à leur propre rythme, rarement vus par les randonneurs et les chasseurs qui partageaient leur territoire. Paul essayait d'obtenir une photo publiable d'un puma de Wasatch depuis 3 ans, passant d'innombrables heures dans des endroits comme celui-ci, attendant le moment qui pourrait ne jamais venir. Aujourd'hui, pensa-t-il, pourrait être différent. Le temps était parfait, assez froid pour que les félins restent actifs, assez clair pour fournir une bonne lumière. Le canyon en contrebas avait montré des signes d'activité récente de pumas lorsqu'il l'avait exploré la semaine dernière. Des grattages dans la terre, une carcasse de cerf cachée sous un tas de broussailles. Quelque chose utilisait cette zone comme terrain de chasse, et s'il était assez patient, il pourrait enfin obtenir sa photo. Il porta la longue vue Swarovski à son œil et ajusta la molette de mise au point avec des doigts experts. 26 ans en tant que photographe animalier,
lui avait donné une patience que la plupart des gens ne pouvaient concevoir. Il avait passé des semaines entières dans des affûts à attendre une seule photo d'un carcajou, avait enduré des nuées de moustiques dans les marais du Minnesota pour des images de plongeons huards en nidification, s'était gelé les doigts jusqu'à l'os dans des camps d'hiver à Yellowstone en espérant voir des loups. Cette matinée dans la chaîne de Wasatch, en comparaison, était relativement confortable. Le mouvement se précisa en une forme qu'il reconnut immédiatement. Un puma, une grande femelle à son apparence, se frayait un chemin à travers les chênes broussailleux sur le versant est du canyon. Son pelage fauve captait la lumière matinale alors qu'elle se déplaçait avec cette grâce fluide qui l'avait toujours fasciné. Elle chassait, le corps bas, les mouvements délibérés. Grâce au puissant grossissement de la longue-vue, Paul pouvait voir ses muscles onduler sous sa fourrure, pouvait voir l'intensité dans ses yeux ambrés alors qu'elle se concentrait sur quelque chose en dessous de sa position. Il attrapa lentement l'appareil photo à côté de lui, un Canon R5 avec un objectif de 600 mm déjà monté. Ses mouvements étaient automatiques, affinés par des décennies de travail sur le terrain. Il garda l'œil sur la longue vue, tandis que sa main libre trouvait le boîtier de l'appareil, le soulevait et l'amenait à son visage. La transition de la longue vue à l'appareil photo prit moins de 2 secondes, et il ne perdit jamais son sujet de vue. Le puma avait cessé de bouger. Elle se trouvait peut-être à 350 mètres en dessous de sa position, avec peut-être 90 mètres de dénivelé vertical entre eux. Le canyon était escarpé ici, creusé par des millénaires de fonte des neiges et de crues soudaines. Les parois, un mélange d'éboulis instables et de végétation robuste qui s'accrochait à toute prise possible. Paul avait choisi cet endroit spécifiquement parce qu'il offrait des vues sur 3 systèmes de drainage différents, des lieux où les animaux se déplaçaient entre les plus hauts sommets et le fond de la vallée. À travers le viseur de l'appareil, il regarda les hanches du puma se contracter. Elle se préparait à bondir, chaque ligne de son corps concentrée sur quelque chose de caché dans les broussailles en dessous d'elle. Le doigt de Paul plana au-dessus du déclencheur, prêt à capturer le moment de l'attaque. Les pumas étaient rarement photographiés en pleine chasse. La plupart des images les montraient au repos ou en train de se nourrir, la poésie violente de leurs attaques prédatrices n'étant presque jamais immortalisée. Cela pourrait être la photo de sa carrière. Le puma se projeta en avant avec une force explosive, disparaissant dans les chênes broussailleux dans un flou de muscles et d'intention. Paul entendit l'impact, un fracas étouffé de corps et de végétation qui se brisent, puis un son qui figea son doigt sur le déclencheur. Le cri qui s'éleva du canyon ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais entendu. Ce n'était pas le hurlement caractéristique du puma, ce son aigu que les randonneurs prenaient parfois pour le cri d'une femme. C'était plus profond, plus guttural, porteur d'une résonance grave qui semblait vibrer dans la poitrine de Paul, même à cette distance. C'était un son de rage, de surprise violente, et il contenait des notes que son esprit ne parvenait pas tout à fait à catégoriser. À travers son viseur, Paul vit les chênes broussailleux trembler violemment. Des branches craquèrent. Un petit arbre, d'environ 4 ou 5 mètres de haut, se plia soudainement à un angle impossible et s'écrasa au sol. Et puis, quelque chose s'éleva de la végétation. Sa première pensée fut « Un ours !» Ça devait être un ours. Mais alors même que la pensée se formait, son œil expérimenté la rejeta. La forme n'était pas la bonne. Les ours étaient pas massifs, mais ils se déplaçaient sur 4 pattes, leur corps bas et roulant. Cette chose se tenait droite sur 2 jambes, ses épaules incroyablement larges, ses bras pendant au-delà de ses hanches d'une manière qui était fondamentalement anormale pour tout animal qu'il connaissait. Elle tenait le puma. Les mains de Paul se mirent à trembler. À travers le téléobjectif, il regarda la créature agripper le corps du grand félin dans une main énorme, le soulevant comme un enfant pourrait tenir une peluche. Le puma était encore en vie, se débattant toujours.
ses pattes arrière donnant des coups de pied dans le vide. Elle pesait au moins 55 kilos, et cette chose la soulevait d'un seul bras, sans effort d'apparent. L'autre main de la créature se leva. Paul la vit clairement, vit les doigts massifs, vit la façon dont la lumière du matin accrochait la fourrure sombre qui couvrait le bras, jusqu'à une paume incroyablement large. La main se referma sur le cou du puma, et dans un mouvement convulsif, la créature tordit. Le craquement de la colonne vertébrale du puma résonna contre les parois du canyon. Paul cessa de respirer. Son doigt, qui avait été en suspens au-dessus du déclencheur, appuya par réflexe. L'obturateur électronique de l'appareil ne fit aucun bruit, capturant une rafale d'images en quasi-silence. Mais alors même que l'appareil fonctionnait, l'esprit de Paul lui hurlait que ce qu'il voyait était impossible. La créature se tourna. Elle était massive, mesurant facilement 2,40 m, peut-être plus. Son corps était couvert de poils sombres, qui auraient pu être noirs ou brun foncé. Difficile à dire à cette distance et dans cette lumière. Les épaules étaient énormes, la poitrine profonde comme un tonneau, les bras pendant avec cette longueur simiesque anormale. Mais c'est le visage qui laissa Paul paralysé. Même à 350 mètres, même à travers le viseur de l'appareil, il pouvait voir l'intelligence dans la façon dont elle bougeait la tête. Pas une intelligence humaine, peut-être, mais quelque chose de conscient, de calculateur. L'odeur lui parvint alors, portée par un changement de la brise matinale. Elle était épaisse, musquée, totalement différente de tout ce qu'il avait rencontré en des décennies de travail dans la nature. Il y avait des notes de quelque chose d'animal. Oui, mais aussi autre chose. Quelque chose qui déclencha une alarme instinctive et profonde dans une partie de son cerveau antérieur à la pensée consciente. C'était l'odeur d'un prédateur, mais pas d'un prédateur qu'il connaissait. C'était anormal, fondamentalement, et complètement anormal. La bouche de Paul était devenue sèche. Ses mains, tenant toujours l'appareil photo, avaient commencé à trembler si fort que l'image du viseur sautait et devenait floue. Il pouvait entendre son propre rythme cardiaque, incroyablement fort dans le silence soudain du matin. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Il ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent, mais il n'y avait aucun son dans le canyon, à l'exception du murmure lointain de l'eau, quelque part bien en dessous. Elle leva les yeux vers le versant. Elle le regarda droit dans les yeux. Paul sentit une vague de terreur glaciale déferler sur son corps, une réponse de peur viscérale qui contourna complètement son esprit conscient. Chaque instinct qu'il possédait, chaque mécanisme de survie que des millions d'années d'évolution avaient câblé dans son système nerveux, hurlait soudain un seul message: fuis. La sensation ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais éprouvé. Il avait fait face à des grizzlies en colère en Alaska, avait été chargé par des orignaux mâles dans le Wyoming, avait rencontré des loups, des carcajous et toutes sortes de prédateurs au cours de ses années sur le terrain. Aucune de ces rencontres n'avait ressemblé à celle-ci. Ces animaux avaient été dangereux, oui, mais ils avaient été compréhensibles. Ils rentraient dans des catégories qu'il comprenait. Ils faisaient partie du monde naturel tel qu'il le connaissait. Cette créature était tout autre chose. Sa vessie menaça de se vider. Sa peau s'était couverte de chair de poule malgré les couches de vêtements isolants. Il pouvait sentir son sphincter se contracter, une réponse primitive à la terreur mortelle que son esprit rationnel ne pouvait pas maîtriser. La créature le regardait toujours, ses yeux trouvant les siens à travers la distance, le clouant à la roche comme un insecte sur une planche. Mais il ne pouvait pas bouger. Il était figé, son appareil photo toujours pressé contre son visage, son doigt toujours sur le déclencheur. La créature soutint son regard pendant un long moment, le puma mort pendant toujours de sa poigne. Puis elle laissa tomber le corps du félin dans les broussailles et commença à bouger. Elle commença à grimper.
La créature gravit le versant avec une vitesse qui défiait toute logique. Paul avait parcouru ce terrain. Il savait à quel point il était traître, comment la roche meuble se dérobait sous les pieds, comment les chaînes broussailleuses accrochaient aux vêtements et à la peau avec leurs branches épineuses. Il lui avait fallu près d'1 heure pour se frayer un chemin depuis le fond du canyon, testant chaque prise, utilisant ses 2 mains pour se stabiliser dans les sections les plus raides. La créature couvrit la même distance en ce qui parut être quelques secondes. Elle ne choisissait pas son chemin avec soin sur la pente. Elle la traversait, trouvant d'une manière ou d'une autre des prises sur des parois rocheuses qui auraient dû être trop abruptes pour être escaladées, se frayant un chemin à travers une végétation qui aurait dû la ralentir. Ses mouvements étaient efficaces, déterminés et horriblement rapides. La paralysie de Paul se rompit enfin. Il attrapa son sac photo, il fourra le Canon sans prendre la peine de retirer l'objectif, et recula en rampant de l'affleurement de granit. Son thermos de café cliqueta contre la roche alors qu'il le repoussait d'un coup de pied. Sa longue vue, oubliée, sur son trépied. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. La seule chose qui comptait était de mettre de la distance entre lui et la chose qui grimpait vers lui. Il courut. Le sentier qu'il avait suivi pour monter se trouvait quelque part à sa gauche. Mais il ne pouvait pas le voir à travers le bosquet de trembles qui se dressait entre lui et la descente. Il fonça à travers les arbres, l'écorce blanche raclant sa veste, les branches lui fouettant le visage. Son sac photo rebondissait douloureusement contre sa hanche, le lourd objectif à l'intérieur s'enfonçant dans son flanc à chaque foulée. Son souffle sortait en halètements rauques, bien trop bruyant dans le silence du matin, et il savait avec une certitude terrible que la créature pouvait l'entendre. Les trembles étaient magnifiques, leurs feuilles dorées frémissant dans la légère brise, leurs troncs blancs se dressant comme des colonnes dans une cathédrale. Paul avait photographié ce bosquet de nombreuses fois au fil des ans, avait capturé la façon dont la lumière d'automne filtrait à travers la canopée, avait passé des heures paisibles assis parmi ces arbres. Maintenant, il n'était que des obstacles, des choses à traverser, des choses qui le ralentissaient, alors que la mort grimpait vers lui. Derrière lui, il entendit de la végétation se briser. Le son était beaucoup plus proche qu'il n'aurait dû l'être. Le pied de Paul se prit dans une racine, et il trébucha, manquant de tomber. Il se rattrapa contre un tronc d'arbre. L'impact envoyant une décharge de douleur dans son poignet se repoussa et continua de courir. Le terrain descendait maintenant, ce qui aurait dû être utile, mais rendait au contraire chaque pas périlleux. Des pierres instables dévalaient sous ses bottes. Par 2 fois, il faillit se tordre la cheville. Ses poumons le brûlaient. Ses jambes hurlaient pour du repos. Son cœur battait si fort qu'il pouvait le sentir dans ses dents. Il risqua un coup d'œil par-dessus son épaule. La créature était là, se déplaçant à travers les trembles avec une vitesse qui défiait tout ce que Paul savait sur la locomotion. Elle ne courait pas exactement. C'était plus une sorte de galop dégingandé, utilisant ses longs bras pour se propulser sur les troncs d'arbres et se tirer en avant, couvrant le terrain d'une manière qui semblait se moquer des lois de la physique. Elle était peut-être à 50 mètres derrière lui et se rapprochait rapidement. Les trembles cédèrent la place à une section plus raide de granit et de broussailles. Paul pouvait voir le sentier principal en contrebas, peut-être à 200 mètres sur la pente, une fine ligne brune coupant à travers la végétation. S'il pouvait l'atteindre, il pourrait courir plus vite, pourrait peut-être arriver à sa camionnette au départ du sentier. Pourrait. L'odeur le frappa de nouveau, plus forte maintenant, écrasante. Il pouvait entendre la respiration de la créature. Un son de soufflet profond. Pouvait entendre ses pas secouer la terre. Elle était juste derrière lui. Elle était... Quelque chose le percuta par derrière. L'impact fut massif. La collision avec un train de marchandises qui le souleva de ses pieds et l'envoya culbuter. Il sentit son sac photo s'arracher de son épaule, la sangle claquant comme un fil. Il sentit sa veste se déchirer, le tissu se déchiquetant sous des forces qui semblaient impossibles. Il sentit l'air siffler devant lui alors qu'il quittait le sol.
sentit son corps tourner dans l'espace, sentit l'apesanteur écœurante de la chute libre. Puis il ne sentit plus rien du tout, alors qu'il heurtait la pente et commençait à rouler. Le monde devint un kaléidoscope de roches, de ciel et de douleur. Il heurta quelque chose de dur avec son épaule et sentit l'articulation céder avec un bruit de broiement. Il essaya de protéger sa tête avec ses bras, mais il bougeait trop vite, dégringolant trop violemment, son corps complètement hors de contrôle. Les rochers déchiraient ses vêtements, sa peau. Il sentit son front s'ouvrir contre quelque chose de tranchant, sentit le sang chaud commencer à couler sur son visage. Il entrevit le ciel, d'un bleu vif et incroyablement paisible. Il entrevit la roche, grise et acérée, se précipitant vers lui. Il entrevit quelque chose de sombre, debout en haut de la pente, le regardant tomber. Puis sa tête heurta quelque chose de solide et le monde disparut. Il s'immobilisa dans un fourré de chênes broussailleux, les branches épineuses s'enfonçant en lui de toutes parts. Pendant un long moment, il resta simplement là, essayant de respirer, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Son épaule n'était qu'une masse de douleur brûlante. Sa tête tournait, sa vision était double. Du sang coulait dans son œil gauche, et quand il essaya de lever une main pour l'essuyer, son bras ne répondit pas correctement. Au-dessus de lui, quelque part sur la pente, il entendit du mouvement. Des pas lourds, le craquement de branches qui se brisent. Puis, le silence. Paul se força à rester immobile. Chaque instinct lui hurlait de courir, de bouger, de s'enfuir. Mais une sagesse plus profonde le maintint figé. La créature l'avait jeté. Elle aurait pu le tuer aussi facilement qu'elle avait tué le puma. Au lieu de ça, elle l'avait jeté en bas de la pente et avait continué à monter. Il n'était plus sur son chemin. Il n'était plus une menace pour son territoire. S'il bougeait maintenant, cela pourrait changer. Le silence s'étira. Paul écouta sa propre respiration rauque, sentit son cœur marteler contre ses côtes, sentit la lente propagation du sang imbibant sa chemise. Son épaule était définitivement déboîtée, l'articulation dans un angle anormal qui lui envoyait de nouvelles vagues de douleur à chaque fois qu'il bougeait. Il avait besoin de soins médicaux. Il devait quitter cette montagne. Mais d'abord, il devait être sûr que la créature était partie. Il resta là pendant ce qui lui parut des heures, mais qui ne fut probablement que quelques minutes. La douleur dans son épaule passa d'aiguë à lancinante, puis à un rugissement constant qui rendait difficile de penser à autre chose. Sa vision était toujours double, et il commençait à avoir la nausée, signe d'une commotion cérébrale qu'une partie de son esprit reconnut avec un détachement clinique. Finalement, lorsque le silence était resté ininterrompu assez longtemps pour qu'il commence à croire qu'il pourrait survivre, Paul se força à bouger. Sortir des chênes broussailleux fut une torture à part entière. Les épines s'accrochaient à ses vêtements, à sa peau, aux plaies fraîches qui couvraient ses bras et son visage. Son épaule déboîtée rendait chaque mouvement une agonie, l'articulation grinçant d'une manière que la nature n'avait jamais prévue. Il dut utiliser son seul bras valide pour écarter les branches, pour se traîner en avant, pour trouver prise sur le sol rocheux, sous la végétation. Quand il émergea enfin sur la pente dégagée, il s'allongea sur le dos et fixa le ciel. La matinée était devenue après-midi. Le soleil plus haut et plus chaud qu'il ne l'avait été. Le sang sur son visage avait commencé à sécher, tirant sur sa peau. Son œil gauche était presque complètement fermé par le gonflement. Il était en vie. Ce simple fait semblait miraculeux. Il avait rencontré quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne devrait pas exister, et il avait survécu. Le puma n'avait pas eu cette chance. Une créature capable de tuer un grand félin d'une seule main, capable de jeter un homme adulte de 15 mètres en bas d'une montagne sans effort apparent. Une telle chose aurait dû le tuer facilement. Mais elle ne l'avait pas fait. Paul entama le processus lent
et angoissant de se mettre debout. Son sac photo avait disparu, perdu quelque part sur la pente au-dessus. La longue vue, le thermos, son trépied, tout avait disparu. Il n'avait rien d'autre que les vêtements déchirés sur son corps et la douleur qui semblait occuper chaque cellule de son être. Il lui fallut près de 2 heures pour atteindre le départ du sentier. Le chemin de descente était relativement dégagé, mais dans son état, même un terrain plat aurait été un défi. L'épaule déboîtée le déséquilibrait. Sa blessure à la tête avait recommencé à saigner, et il devait constamment essuyer le sang de son œil pour voir le sentier. Par 2 fois, il dut s'arrêter et vomir, la nausée de sa commotion cérébrale prenant le dessus sur tout le reste. Sa camionnette était là où il l'avait laissée, un Ford F-150 cabossé qu'il avait transporté vers d'innombrables sites sauvages au fil des ans. Ouvrir la portière d'une seule main fut difficile. S'installer sur le siège conducteur fut pire. Il resta assis là un long moment, fixant le volant, essayant de se souvenir comment fonctionnait. Son téléphone était toujours dans la console centrale où il l'avait laissé. Pas de réseau ici, bien sûr. C'est pourquoi il l'avait laissé en premier lieu. Mais s'il pouvait descendre jusqu'à la route principale, jusqu'à la petite ville de Camas où il avait fait le plein ce matin-là, il pourrait appeler à l'aide. Il démarra la camionnette. Le grondement familier du moteur était en quelque sorte rassurant. Un rappel que le monde normal existait toujours, que tout n'était pas devenu impossible et terrifiant. Il passa une vitesse et commença la lente descente sur la route de montagne, sa seule main valide agrippant le volant tandis que son bras inutile pendait à son côté. Le trajet dura près d'1 heure. La route était mauvaise, non goudronnée sur les premiers kilomètres, et chaque bosse envoyait de nouvelles vagues de douleur à travers son épaule. Sa vision ne cessait de se dédoubler, puis de s'éclaircir, puis de se dédoubler à nouveau. Plusieurs fois, il dut s'arrêter et fermer les yeux, attendant que le monde se stabilise avant de continuer. Lors d'un de ces arrêts, garé sur un étroit bas-côté surplombant une pente abrupte, Paul se demanda s'il n'avait pas tout imaginé. Les commotions cérébrales pouvaient provoquer des hallucinations. Il le savait. Un traumatisme crânien grave pouvait créer de faux souvenirs, pouvait faire croire aux gens qu'ils avaient vécu des choses qui ne s'étaient jamais produites. Peut-être était-il simplement tombé en randonnée. Peut-être n'y avait-il eu ni créature, ni puma mort, ni yeux le regardant depuis le fond du canyon. Mais alors même que la pensée se formait, il savait que ce n'était pas vrai. Les images sur son appareil photo le prouveraient. Le puma mort, avec son collier de suivi, le prouverait. Les agents de la faune qui enquêteraient sur la zone trouveraient des preuves que quelque chose d'impossible s'était produit. Il devait juste survivre assez longtemps pour le raconter à quelqu'un. Quand il atteignit Camas, l'après-midi tirait sur le soir. Il se gara sur le parking d'une petite station-service et s'autorisa enfin à regarder dans le rétroviseur. Le visage qui le dévisageait était à peine reconnaissable. Son œil gauche était maintenant complètement fermé par le gonflement. La peau autour violacée et distendue comme une prune trop mûre. La balafre sur son front était une ligne déchiquetée de sang séché et de chair déchirée. D'au moins 8 centimètres de long, assez profonde pour qu'il puisse voir quelque chose de blanc sous le rouge qui aurait pu être de l'os. Des égratignures couvraient chaque centimètre visible de peau, certaines assez profondes pour suinter encore du sang. Sa chemise était trempée de sang, frais et séché, le tissu rigide et crissant quand il bougeait. On aurait dit qu'il avait été attaqué par un ours. Ce qui était, réalisa-t-il, exactement ce qu'il allait devoir dire aux gens. Il ne pouvait pas leur dire la vérité. Personne ne croirait la vérité. Il penserait qu'il avait subi des lésions cérébrales. Il le prendrait pour un fou. Il rejetterait son histoire comme les gens avaient rejeté chaque observation de Bigfoot depuis des décennies, avec des sourires condescendants et de douces suggestions de suivi psychologique. Paul avait lui-même été sceptique face à de telles histoires.
avant aujourd'hui. Il avait entendu les récits d'autres amateurs de plein air, les contes chuchotés de quelque chose d'énorme se déplaçant dans les forêts du nord-ouest Pacifique et les montagnes de l'ouest intermontagneux. Il les avait rejetés comme des erreurs d'identification, des vœux pieux ou de pures inventions. Il avait été l'un des moqueurs, l'un des rationalistes qui exigeaient des preuves tout en croyant secrètement qu'aucune preuve ne serait jamais trouvée. Maintenant, il était de l'autre côté de cette barrière. Maintenant, il savait. Paul prit son téléphone et composa le 911. Lorsque l'opérateur répondit, il entendit sa propre voix prononcer des mots qui sonnaient comme des mensonges. « J'ai besoin d'une ambulance. J'ai été attaqué par un ours sur la montagne au-dessus de Camas. Je suis à la station Saint-Clair sur Main Street. » L'opérateur le garda en ligne, posant des questions auxquelles il répondit du mieux qu'il put. En quelques minutes, il entendit des sirènes. Une ambulance entra sur le parking, suivie par un adjoint du shérif du comté de Summit. Les ambulanciers ouvrirent sa portière et commencèrent à poser leurs propres questions, leurs mains douces alors qu'ils examinaient ses blessures. « Attaque d'ours ?» demanda l'un d'eux, et Paul hocha la tête. « Un ours noir, dit-il. Une femelle, je crois. Elle est sortie de nulle part. » Le mensonge sonnait faux dans sa bouche, mais il le garda quand même. Que pouvait-il dire d'autre? Qu'il avait vu une créature géante ressemblant à un singe tuer un puma à main nue? Que la chose l'avait regardé, vraiment regardé, avec des yeux qui contenaient quelque chose comme une conscience? Qu'elle avait grimpé plusieurs centaines de mètres de terrain, escarpé en quelques secondes, et l'avait jeté en bas de la montagne comme un enfant jetant un jouet? Il penserait qu'il s'était cogné la tête trop fort. Il penserait que la commotion avait brouillé ses souvenirs. Il mettrait ça sur le compte du traumatisme, de la confusion, de la tendance du cerveau à construire des récits qui n'ont aucun sens. Alors il dit « ours » et ils le crurent. Le trajet en ambulance jusqu'au Park City Medical Center fut un flou de douleur et de questions. Ils lui posèrent une perfusion, lui donnèrent donc quelque chose contre la nausée, nettoyèrent la plaie sur sa tête. Son épaule était, comme il l'avait soupçonné, déboîtée. Il devrait la réduire à l'hôpital, dit l'ambulancier. Il faudrait des radiographies pour vérifier les fractures, des scanners pour évaluer le traumatisme crânien, des points de suture pour les lacérations. Paul ferma les yeux et les laissa faire. Le médicament qu'il lui avait donné commençait à atténuer la douleur, la remplaçant par une sensation de flottement qui rendait tout distant et irréel. Peut-être que c'était irréel. Peut-être qu'il était tombé, s'était cogné la tête, avait tout imaginé. Peut-être y avait-il eu un ours après tout, et son cerveau endommagé l'avait transformé en autre chose, en quelque chose d'impossible. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Il savait ce qu'il avait vu. À l'hôpital, ils l'emmenèrent aux urgences et commencèrent le processus de le remettre sur pied. La réduction de l'épaule fut brutale, même avec les analgésiques et la sédation. Un médecin manipula l'articulation pendant que des infirmières le maintenaient, et il y eut un claquement grinçant qui fit crier Paul malgré les médicaments. Puis, l'articulation fut remise en place, et les cris s'estompèrent en un gémissement, et ils lui mirent le bras en écharpe, en lui disant de ne pas le bouger pendant au moins 6 semaines. Le scanner montra une légère commotion cérébrale, mais pas d'hémorragie. La lacération sur son front nécessita 12 points de suture. Les innombrables petites coupures furent nettoyées et pansées. Quand ils eurent fini, Paul ressemblait à une momie, de la gaze blanche recouvrant ce qui semblait être la moitié de son corps. Un adjoint du shérif vint prendre sa déposition. Un jeune, peut-être la fin de la vingtaine, avec l'air sérieux de quelqu'un qui prenait son travail au sérieux. Paul répéta l'histoire de l'ours, ajoutant des détails qu'il inventa sur le champ. L'animal protégeait ses petits. Elle avait chargé sans prévenir. Il avait essayé de faire le mort, mais elle l'avait projeté en bas de la pente avant de se désintéresser. L'adjoint nota tout, demanda l'emplacement exact, mentionna qu'ils enverraient un agent de la faune pour vérifier les signes d'un ours dangereux.
Paul lui donna les coordonnées, sachant que ce qu'il trouverait ne correspondrait pas du tout à son histoire. Il n'y aurait pas de traces d'ours. Il n'y aurait pas de marques de griffes sur les arbres. Il y aurait seulement le puma. La prise de conscience le frappa avec une force soudaine. La créature avait tué un puma. Le corps du félin était toujours là-haut, probablement encore là où il avait été laissé. Et sur ce corps se trouvait un collier de suivi. Paul l'avait vu à travers sa longue vue, une large bande d'électronique GPS que les biologistes utilisaient pour surveiller les populations de pumas. Ce collier aurait enregistré les derniers moments du félin. Le signal montrerait où l'animal était mort, et quand les agents de la faune iraient enquêter, ils trouveraient un grand félin avec le cou brisé, tué d'une manière qu'aucun autre animal de la chaîne de Wasatch n'aurait pu accomplir. Ils trouveraient la preuve de quelque chose d'impossible. « Monsieur ?» L'adjoint le regardait. « Ça va? Vous avez un peu décroché. » Paul cligna des yeux, revenant au présent. « Désolé. La commotion, je suppose. Qu'est-ce que vous demandiez? » « J'ai demandé si vous vouliez qu'on envoie quelqu'un récupérer votre équipement. Vous avez dit que vous aviez perdu des appareils photo là-haut. » « Oui. » La gorge de Paul se serra. « Mon sac photo, une longue vue. Un trépied aussi. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. J'irai les chercher moi-même une fois que je serai guéri. Ce n'est pas conseillé, monsieur. S'il y a un ours agressif dans la région. Je sais. Paul le coupa. Je serai prudent. Je fais ça depuis 26 ans. Je sais comment gérer la faune. L'adjoint parut sceptique, mais n'insista pas. Il termina de prendre la déposition, donna sa carte à Paul et partit en promettant que les agents de la faune enquêteraient sur la zone. Ils gardèrent Paul en observation pour la nuit, procédure standard avec un traumatisme crânien. Il resta allongé dans le lit d'hôpital, fixant le plafond, incapable de dormir malgré l'épuisement qui semblait peser sur ses os. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il le revoyait, la créature s'élevant des broussailles, le puma pendant, inerte, dans sa poigne, ses yeux regardant vers le haut de la pente, le trouvant, le regardant. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du doux bip des moniteurs et des pas occasionnels des infirmières passant dans le couloir. Dehors, par la fenêtre, les lumières de Park City scintillaient contre la masse sombre des montagnes. Ces mêmes montagnes où, quelques heures plus tôt, il avait rencontré quelque chose qui ne devrait pas exister. Paul essaya de rationaliser ce qui s'était passé. Il passa en revue toutes les explications possibles que son esprit épuisé pouvait générer. Ours noir, grizzly, ayant erré loin de son habitat normal, une sorte d'animal échappé d'une collection privée, un gorille ou un orang-outan qui aurait survécu dans la nature de l'Utah. Chaque explication était plus absurde que la précédente, et aucune ne correspondait à ce qu'il avait réellement vu. La créature se tenait droite, elle marchait droite. Elle avait grimpé la pente avec une vitesse et une agilité qu'aucun singe ou ours ne pouvait égaler. Et elle l'avait regardé avec des yeux qui contenaient de l'intelligence, de la conscience, une compréhension de ce qu'elle faisait et de ce qu'il était. C'était la partie qui le hantait le plus. Pas la taille de la créature, ni sa force, ni la violence désinvolte avec laquelle elle avait tué le puma. Ce qui le hantait, c'était le moment du contact visuel, cet instant figé où la créature avait levé les yeux vers la pente et l'avait trouvé en train de regarder. Elle savait qu'il était là. Elle savait qu'il regardait. Et elle avait grimpé vers lui avec une vitesse et une détermination qui ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Pourquoi l'avait-elle laissé en vie? La question le rongea pendant les longues heures de la nuit. La créature aurait pu le tuer facilement. Un seul coup avait tué un puma de plus de 50 kilos. Paul en pesait près de 90. Ça n'aurait fait aucune différence.
La créature avait la force de le déchiqueter sans effort. Au lieu de ça, elle l'avait jeté en bas de la pente et avait continué son chemin. Paul retournait ce fait dans son esprit, l'examinant sous différents angles, essayant d'y trouver un sens. Peut-être était-il simplement sur son chemin. Peut-être l'avait-elle considéré comme un obstacle, quelque chose à déplacer plutôt qu'à détruire. Le puma avait été une proie, ou peut-être une menace à éliminer. Paul n'avait été ni l'un ni l'autre. Il avait été une nuisance, un animal étrange, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou peut-être que la créature comprenait plus qu'il ne voulait le croire. Peut-être savait-elle que tuer un humain attirerait l'attention, une enquête, des ennuis. Peut-être était-elle assez intelligente pour comprendre les conséquences d'une manière que la plupart des animaux ne pouvaient pas. Cette pensée était en quelque sorte plus troublante que toutes les autres. Vers 3 heures du matin, une infirmière entra pour vérifier ses constantes. Elle était jeune, efficace, douce, avec ses blessures. Elle lui demanda s'il avait besoin de quelque chose pour la douleur. Il dit non, et elle le laissa de nouveau seul, avec ses pensées. Il pensa à sa carrière, à toutes ces années passées à photographier la faune, à apprendre à lire le comportement animal, à comprendre les schémas qui régissaient les relations prédateur-proie. Rien dans cette expérience ne l'avait préparé à ce qu'il avait vu aujourd'hui. La créature qu'il avait rencontrée opérait en dehors de toutes les catégories qu'il connaissait. Elle n'était ni prédateur ni proie dans un sens simple. C'était autre chose, quelque chose qui vivait dans ces montagnes depuis qui sait combien de temps, observant les humains aller et venir, les comprenant d'une manière qu'il ne la comprenait pas. Il pensa à sa mère, décédée 10 ans plus tôt, mais qui l'aurait cru s'il lui avait raconté cette histoire? Elle avait grandi avec les vieilles légendes, les histoires de géants et de peuples de la forêt que sa propre grand-mère lui chuchotait pendant les longues nuits d'hiver. Elle avait toujours dit que le monde était plus vaste et plus étrange que ce que les Blancs croyaient, qu'il y avait des choses dans les endroits sauvages qui n'apparaissaient dans aucun manuel. Il avait souri à ces histoires dans son enfance. Il les avait rejetées à l'âge adulte. Il ne souriait plus maintenant. L'aube arriva lentement. Une lumière grise s'infiltrant par la fenêtre de l'hôpital. Paul la regarda s'intensifier. Regarda la pièce prendre forme autour de lui. Le moniteur affichant ses signes vitaux. Le support de perfusion avec ses poches de liquide en plastique. Le mobilier institutionnel conçu pour un nettoyage facile. Des choses normales. Des choses réelles. La preuve que le monde avait encore un sens, malgré ce qu'il avait vécu. Une infirmière entra pour le voir, puis un médecin qui lui projeta une lumière dans les yeux et lui posa des questions conçues pour évaluer sa fonction cognitive. Il y répondit correctement et ils le déclarèrent apte à sortir. Quelqu'un lui apporta une tenue de bloc pour remplacer ses vêtements imbibés de sang. Il s'habilla maladroitement d'un seul bras, puis il se retrouva dans le hall de l'hôpital, essayant de trouver un moyen de retourner à sa camionnette. Il appela un taxi. La conductrice, une femme d'âge mûr au visage aimable et à la langue bien pendue, le ramena à Camas tout en tenant un commentaire continu sur les événements locaux. Paul répondit par monosyllabe, regardant par la fenêtre les montagnes qui s'élevaient à l'est. Quelque part là-haut, dans les canyons et sur les crêtes qu'il connaissait si bien, la créature se déplaçait toujours, observait toujours, était toujours impossible. Sa camionnette était là où il l'avait laissée, sur le parking de la station Saint-Clair. Quelqu'un avait laissé un mot sur le pare-brise, s'inquiétant de savoir s'il allait bien. La courtoisie des petites villes. Il froissa le mot et le fourra dans sa poche, puis monta dans la cabine et resta assis un long moment, les mains sur le volant. Il devrait rentrer chez lui. Il devrait se reposer, laisser ses blessures guérir, essayer de digérer ce qui s'était passé. C'était la chose sensée à faire. Au lieu de ça, il démarra la camionnette et se dirigea vers la route de montagne.
La montée fut plus facile cette fois, ou peut-être était-il simplement plus insensible à la douleur. Son épaule lançait à chaque bosse de la route, mais l'hôpital lui avait donné une ordonnance d'oxycodone, et il avait pris 2 comprimés avant de partir. Il n'éliminait pas la douleur, autant qu'il la mettait à distance, la plaçant dans une boîte où il pouvait reconnaître son existence sans être submergé. Il se gara au même départ de sentier, à la même place. Sortir de la camionnette demanda plus d'efforts qu'il n'aurait dû. Traverser le parking jusqu'au début du sentier en demanda encore plus. Mais il devait y retourner. Il devait trouver son appareil photo, voir si des images l'avaient survécu. Il devait savoir s'il y avait des preuves de ce dont il avait été témoin. Le parking était vide, à l'exception d'un autre véhicule. Une Subaru poussiéreuse avec des plaques du Colorado et un porte-kayak sur le toit. Probablement des randonneurs partis pour la journée, ignorant ce qui se cachait dans les montagnes au-dessus d'eux. Paul pensa à laisser un mot sur leur pare-brise, une sorte d'avertissement. Mais que pouvait-il bien dire? Attention à la créature géante ressemblant à un singe. Il le prendrait pour un fou. Peut-être était-il fou. Le panneau du sentier montrait une carte de la région, le réseau de chemins qui sillonnait dans les montagnes, les terrains de camping et les points de vue panoramiques qui attirèrent les visiteurs de toute la région. Paul avait consulté cette carte de nombreuses fois au fil des ans, planifiant ses itinéraires, identifiant des lieux de photographie prometteurs. Maintenant, elle lui paraissait différente. Maintenant, il la voyait comme la créature pourrait la voir. Un guide des endroits où les humains allaient et où ils n'allaient pas. La randonnée vers le haut fut brutale. Chaque pas lui rappelait ses blessures, son âge, la stupidité fondamentale de ce qu'il faisait. Son bras était en écharpe, sa tête lui martelait. Son corps était couvert de coupures et d'échymoses. Il devrait être au lit. Il devrait être au téléphone avec sa compagnie d'assurance, cherchant comment remplacer l'équipement qu'il avait perdu. Il devrait être n'importe où, sauf ici. Mais il continua de grimper. Le sentier serpentait à travers les trembles et les épicéas, prenant de l'altitude régulièrement à l'approche des hautes terres. Paul se déplaçait lentement, s'arrêtant fréquemment pour se reposer et écouter. La forêt était calme, mais pas anormalement. Des oiseaux chantaient dans les branches. Des écureuils jacassaient depuis leur perchoir. Les sons normaux d'un écosystème sain, vacant à ses occupations. Rien ne suggérait que quelque chose d'inhabituel était présent. Rien ne suggérait que quelque chose observait. Mais Paul ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. C'était la même sensation qu'il avait eue avant la rencontre, cette conscience picotante d'yeux dans son dos. Il ne cessait de se retourner, de scruter la lisière des arbres, de chercher le moindre signe de mouvement. Il ne voyait rien d'autre que la forêt. Le premier signe que quelque chose n'allait pas apparut à mi-chemin du sentier. Il contourna un virage et trouva des traces fraîches dans la terre meuble, des traces qui le firent s'arrêter net. Elles étaient énormes, facilement 45 cm de long, avec des marques d'orteils qu'aucun ours d'Amérique du Nord n'aurait pu faire. 5 orteils, clairement définis, disposés selon un motif presque humain mais trop large, trop profond. La marque du talon suggérant un poids qu'aucun homme ne pourrait atteindre. Paul resta longtemps penché sur ces traces. Puis, il sortit son téléphone et les photographia sous plusieurs angles. Les traces continuaient sur le sentier, parfois claires dans les zones de terre meuble, parfois invisibles sur la roche nue. Elles allaient dans la même direction que lui, vers l'endroit où il était assis quand tout avait changé. Il les suivit, son rythme cardiaque s'accélérant malgré son épuisement. L'affleurement de granit apparut, et il vit que son équipement était toujours là. Le trépied se tenait exactement là où il l'avait laissé. La longue vue toujours montée dessus. Son thermos gisait sur le côté à proximité, le café tachant la roche. La seule chose qui manquait était son sac photo, qu'il avait avec lui
quand il avait couru. Il récupéra d'abord la longue-vue, la berçant soigneusement avec son bras valide. Elle était chère et elle semblait intacte. Puis, il ramassa le trépied, le thermos, des choses normales, familières, des objets qui appartenaient au monde qu'il comprenait. Debout sur l'affleurement, il regarda en bas dans le canyon, où la rencontre avait eu lieu. D'ici, il pouvait voir la parcelle de chêne broussailleux qui avait été si violemment secouée. Plusieurs arbres étaient à terre, leurs troncs cassés comme des allumettes. Même à cette distance, il pouvait voir que quelque chose de violent s'était produit là. Il leva la longue-vue à son œil et balaya la zone. Le corps du puma avait disparu. Paul sentit un frisson le parcourir malgré la chaleur de l'après-midi. Le félin gisait là, mort, quand la créature l'avait laissé tomber. Il avait vu exactement où il était tombé. Mais maintenant, il n'y avait rien. Juste de la végétation brisée et un sol remué. La créature était revenue. La pensée était à la fois terrifiante et étrangement rassurante. Terrifiante parce que cela signifiait que la chose était toujours à proximité, toujours active, toujours capable de revenir dans ce canyon à tout moment. Rassurante parce que cela suggérait de l'intelligence, de la planification. La créature avait compris que laisser un puma mort attirerait l'attention. Elle était revenue pour effacer les preuves. Mais elle n'aurait pas pu tout effacer. Le collier de suivi transmettrait toujours. Les biologistes de la faune recevraient toujours des données sur la dernière position connue du félin. Ils viendraient toujours enquêter, même sans corps à trouver. À moins que la créature n'ait aussi retiré le collier. Paul baissa la longue-vue et y réfléchit. Aurait-elle pu comprendre ce qu'était le collier? Aurait-elle pu savoir que l'appareil attirerait les humains à cet endroit? Cela semblait être un niveau d'intelligence qui dépassait le simple instinct animal. Mais d'un autre côté, rien chez cette créature ne correspondait à ce qu'il pensait savoir sur les animaux. Il commença à descendre la pente, se dirigeant vers l'endroit où il avait perdu son sac photo. Le terrain était tout aussi traître qu'il s'en souvenait. Des roches instables et une végétation agrippante qui faisait de chaque pas un calcul. Avec un seul bras valide, son équilibre était compromis et il devait se déplacer lentement, testant chaque prise avant d'y engager son poids. Le sac photo gisait dans une parcelle de broussailles à environ 50 mètres en dessous de l'affleurement. Il pouvait le voir d'en haut, le nylon noir se détachant sur les brins et les verts de la végétation. Son canon était toujours à l'intérieur. Il pouvait le dire à la forme. Savoir s'il fonctionnait encore était une autre question. Atteindre le sac nécessitait de descendre une section de roche exposée qu'il aurait normalement trouvé difficile même avec 2 bras valides. Maintenant, avec son épaule immobilisée et son corps meurtri, cela semblait presque impossible. Il regarda le terrain pendant un long moment, calculant les angles et les prises, essayant de trouver un chemin sûr. Puis, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. De quelque part au-dessus de lui, quelque part en direction des crêtes plus élevées, vint un son. Ce n'était pas le cri qu'il avait entendu lors de l'attaque du puma. C'était plus silencieux, plus bas, presque comme un grondement, comme quelque chose qui s'éclaircit la gorge, comme quelque chose qui observe. Paul ne leva pas les yeux. Chaque instinct lui disait de ne pas regarder, de ne pas établir de contact visuel, de ne rien faire qui pourrait être perçu comme un défi ou une menace. Il garda son regard fixé sur le sac photo, sur les rochers devant lui, sur n'importe quoi, sauf la ligne de crête au-dessus. Le son revint, plus proche maintenant. Il pouvait sentir sa vibration dans sa poitrine. Se déplaçant lentement, prudemment, Paul commença à remonter la pente. Il laissa le sac photo où il était. Il laissa tout derrière lui. Son seul objectif était le sentier,
Le départ du sentier. Sa camionnette. S'il pouvait juste atteindre la camionnette, tout irait bien. Les véhicules étaient quelque chose que les humains comprenaient, quelque chose qui offrait une protection, quelque chose qui pouvait l'emporter loin de cet endroit à des vitesses qu'aucune créature ne pouvait égaler. Il ne courut pas. Courir, c'est ce que font les proies. Courir déclenche les instincts de poursuite. Au lieu de cela, il marcha, son rythme mesuré, ses mouvements délibérés. Il garda les yeux baissés, sa posture aussi peu menaçante que possible. Le grondement ne se fit plus entendre, mais il sentait des yeux sur lui. La sensation était indubitable, une conscience picotante que quelque chose observait, évaluait, décidait. Il se sentait comme un lapin qui s'était aventuré sur le territoire d'un loup, toléré pour le moment, mais jamais vraiment en sécurité. Le sentier semblait plus long qu'avant. Chaque pas semblait prendre 1 heure. Ses blessures, que les analgésiques avaient atténuées, se réaffirmaient avec une urgence croissante. La sueur coulait sur son visage, piquant les coupures sur son front. Sa respiration était rauque, trop rapide, trop superficielle. Mais il continua de marcher. Le départ du sentier apparut au détour d'un virage, et Paul faillit sangloter de soulagement. Sa camionnette était toujours là, toujours en attente. Il parcourut les 50 derniers mètres à une allure proche de la course, déverrouilla la portière avec des mains tremblantes et se jeta à l'intérieur. Le moteur démarra au premier essai, et il passa une vitesse et s'éloigna sans regarder en arrière. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre Park City. Les 3 jours suivants passèrent dans un brouillard de douleurs, de médicaments et de nuits blanches. Paul séjourna dans un motel, incapable d'affronter les 5 heures de route pour rentrer chez lui à Boulder. Il se disait qu'il attendait que son épaule aille mieux, que sa tête s'éclaircisse, que les pires blessures guérissent. Mais il savait que la vérité était plus simple que ça. Il avait peur de quitter la région, une partie de lui, la partie irrationnelle, celle qui croyait encore à la logique, aux preuves et à la méthode scientifique, insistait sur le fait qu'il devait y retourner. Il devait récupérer son appareil photo. Il devait trouver une preuve de ce dont il avait été témoin. Sans preuve, son expérience resterait juste ça, une expérience, une histoire, quelque chose qui pourrait être expliqué comme une hallucination, due à une commotion, une erreur d'identification de la faune ou simplement une invention. Mais une autre partie de lui, une partie plus profonde, comprenait que retourner là-bas serait une erreur. La créature l'avait épargné 2 fois maintenant. Il ne devrait pas tester cette clémence une 3e fois. La chambre de motel devint une sorte de sanctuaire. 4 murs et une porte verrouillée entre lui et la chose impossible dans les montagnes. Il gardait les rideaux tirés, la télévision allumée en permanence. Les sons de la civilisation normale, un tampon contre le silence qui lui rappelait ces moments figés dans le canyon. Il se faisait livrer de la nourriture, expliquant ses blessures à des livreurs inquiets qui le regardaient avec un mélange de pitié et d'alarme. Son épaule s'améliorait, lentement. Le spécialiste en orthopédie de l'hôpital avait dit 6 semaines minimum avant de pouvoir commencer la kinésithérapie. 8 semaines avant de pouvoir espérer une amplitude de mouvement significative. Les symptômes de la commotion s'estompaient aussi, les maux de tête moins sévères, les problèmes de vision moins fréquents. Son corps guérissait. Son esprit était une autre affaire. Il rêvait de la créature chaque nuit. Dans ses rêves, elle l'observait toujours, grimpait toujours vers lui, se rapprochait toujours. Parfois, les rêves se terminaient par sa chute, dégringolant la pente dans ce kaléidoscope sans fin de roches et de ciel. Parfois, il se terminait avec la créature l'attrapant, ses mains énormes se refermant sur son corps, tandis que ses yeux intelligents le regardaient. Il se réveillait toujours avant le coup fatal, mais il savait toujours qu'il allait arriver. Pendant la journée, quand il ne dormait pas, ne fixait pas la télévision, ou n'essayait pas de manger les repas devenus des nécessités insipides.
Il pensait à ce qu'il avait vu. Il rejouait la rencontre dans son esprit, essayant de se souvenir de chaque détail, essayant de comprendre ce qu'était la créature et comment elle était arrivée dans ces montagnes. Il pensa au collier de suivi sur le puma. C'était une preuve concrète et indéniable. Les biologistes de la faune enquêteraient lorsque le signal du félin deviendrait stationnaire. Ils trouveraient la scène de l'attaque, les arbres brisés et la végétation remuée. Ils trouveraient le collier, peut-être endommagé, peut-être déplacé de son emplacement d'origine. Ils poseraient des questions qui ne pourraient être répondues par aucun animal qu'ils connaissaient. Mais croiraient-ils ce que ces questions impliquaient? Ou rationaliseraient-ils? Expliqueraient-ils? Classerait-il l'incident sous inexpliqué et passerait-il à autre chose? Paul avait passé toute sa carrière à documenter le monde naturel. Il savait comment fonctionnait la science, comment les preuves étaient recueillies et évaluées, puis acceptées ou rejetées. Il savait que les affirmations extraordinaires nécessitaient des preuves extraordinaires, et il savait qu'une photographie floue et un collier de suivi endommagé ne répondraient pas à cette norme. Il savait aussi qu'il devait essayer. Le 4e jour, l'agent de la faune appela. « Monsieur Swiftwater, ici l'agent Dana Martinez de la division des ressources phoniques de l'Utah. Je voulais faire le suivi de votre rencontre avec l'ours. » Paul était assis dans sa chambre de motel, fixant le mur. La télé passait quelque chose qu'il ne regardait pas. Son épaule s'était installée dans une douleur constante que les médicaments touchaient à peine. « Oui, dit-il. Merci d'appeler. Nous avons envoyé une équipe à l'endroit que vous avez décrit. Nous n'avons trouvé aucun signe d'ours agressif. Mais nous avons trouvé autre chose qui nous a inquiétés. » Elle fit une pause. « Êtes-vous sûr que c'est un ours qui vous a attaqué, monsieur Swiftwater ?» Paul sentit sa gorge se serrer. « Qu'avez-vous trouvé ?» « Nous avons trouvé ce qui ressemble au site d'un événement faunique majeur. Plusieurs arbres abattus, une végétation perturbée sur une grande surface. Et nous avons trouvé un collier de suivi qui avait été retiré de l'un de nos pumas surveillés. Le collier était endommagé. On dirait que quelque chose l'a écrasé, mais il transmettait toujours. Nous avons pu le récupérer sur le site. Un collier de puma ? Oui, monsieur. Le félin auquel il était attaché a disparu depuis 2 jours. Les données GPS montrent qu'elle était dans ce canyon quand quelque chose s'est produit. Quelque chose de violent, d'après les dommages au collier et l'état de la scène. Et puis quelque chose a retiré le collier et l'a transporté, nous pensons. Le signal s'est déplacé d'environ 1,5 km en haut de la montagne, avant de s'arrêter. Paul ferma les yeux. La créature avait pris le collier. Elle avait compris assez pour retirer le dispositif de suivi de sa proie, pour le déplacer loin du site, pour essayer de dérouter quiconque viendrait chercher. Ce niveau de résolution de problèmes, cette compréhension de la technologie humaine. C'était terrifiant. « Monsieur Swiftwater, vous êtes toujours là ? » « Je suis là. » Sa voix sonnait étrange à ses propres oreilles. « Je suis désolé, agent. Mon traumatisme crânien. J'ai du mal à me concentrer. » « Bien sûr, je voulais juste demander, est-il possible que ce qui vous a attaqué n'était pas un ours ? La scène ne correspond pas vraiment au comportement d'un ours. Et le collier du puma, il est arrivé quelque chose à ce félin que nous n'avons jamais vu auparavant. Les données suggèrent une rencontre incroyablement violente, le genre de choses dont aucun animal de cet écosystème ne devrait être capable. Paul aurait dû lui dire la vérité. C'était son moment pour dire ce qu'il avait réellement vu, pour orienter les enquêteurs dans la bonne direction, pour ajouter son témoignage aux preuves qu'ils avaient déjà recueillies. Mais il ne parvenait pas à faire sortir les mots. « C'est arrivé vite, » dit-il à la place. « J'ai vu un animal, j'ai pensé que c'était un ours,
Et puis je suis tombé. La commotion a probablement brouillé mes souvenirs. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus utile. » L'agent Martinez resta silencieux un moment. « D'accord, monsieur Swiftwater. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à m'appeler. Nous allons continuer à surveiller la zone. Quoi qu'il y ait là-haut, ça ne se comporte comme aucun animal que nous connaissons. » Après qu'elle eut raccroché, Paul resta assis en silence pendant un long moment. Le lendemain matin, il retourna au départ du sentier une dernière fois. Le sac photo était toujours là. Il le trouva au même endroit, apparemment intact. Y accéder était toujours difficile, mais il était mieux préparé maintenant, se déplaçant lentement et prudemment, s'arrêtant fréquemment pour se reposer. Il lui fallut près d'1 heure pour atteindre le sac et 1 autre heure pour revenir au sentier. Le canon était à l'intérieur, toujours attaché à l'objectif de 600 mm. Le boîtier de l'appareil avait une profonde rayure sur le dessus et l'une des molettes de contrôle était fissurée. Mais quand il appuya sur le bouton d'alimentation, l'écran s'alluma. La carte mémoire contenait toujours des images. Paul ne les regarda pas là. Il ramena l'appareil à sa camionnette, conduisit jusqu'à son motel et transféra les fichiers sur son ordinateur portable. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier et commençait à faire défiler les images. La plupart d'entre elles étaient inutiles. La dégringolade sur la pente avait déclenché le mode rafale de l'appareil, résultant en des dizaines de clichés de rien. Roches floues, fragments de ciel, motifs abstraits de lumière et d'ombre. Mais mêlés à ces déchets se trouvaient quelques images d'avant la chute. La première image nette montrait le puma en plein saut, son corps étiré dans cet arc prédateur magnifique. C'était exactement la photo que Paul avait espérée, le genre d'image qui aurait pu lui valoir des prix dans une semaine normale. La deuxième image montrait les chênes broussailleux tremblants, les branches s'agitant. La troisième image coupa le souffle à Paul. Elle était floue. L'appareil était toujours focalisé sur le premier plan plus proche, et le sujet était trop éloigné pour une résolution nette. Mais la forme était indubitable. Quelque chose de grand, quelque chose se tenant droit, quelque chose tenant une forme inerte dans une main massive. La quatrième image était pire et meilleure à la fois. Pire parce que la créature regardait directement l'appareil photo, son visage tourné vers la position de Paul. Meilleure parce que dans cette image, on pouvait tout juste distinguer les traits. L'arcade sourcilière proéminente, le nez plat, les yeux qui semblaient contenir quelque chose comme une conscience. Ce n'était pas une preuve. Aucun scientifique ne regarderait ces images et ne les déclarerait comme la preuve d'une nouvelle espèce. Elles étaient trop floues, trop lointaines, trop facilement explicables comme un ours mal identifié ou un jeu de lumière et d'ombre. Mais pour Paul, qui avait été là, qui avait vu la créature de ses propres yeux, qui avait senti sa main sur son corps alors qu'elle le jetait en bas de la montagne. Pour Paul, elles étaient de la confirmation qu'il n'était pas fou. Quelque chose vivait dans ces montagnes, quelque chose qui ne devrait pas exister. Il resta assis dans sa chambre de motel à regarder les images pendant un long moment. Puis, il ouvrit sa messagerie et commença à composer un message à un rédacteur en chef qu'il connaissait dans un magazine de plein air de Salt Lake City. Le rédacteur en chef s'appelait Jim Callaghan et il avait publié le travail de Paul plusieurs fois au fil des ans. Ils n'étaient pas vraiment amis, mais ils avaient une relation professionnelle basée sur leur espèce mutuelle. Jim appréciait la compétence technique de Paul et sa réputation d'exactitude. Paul appréciait la volonté de Jim de publier des sujets difficiles sans les simplifier pour les lecteurs occasionnels. Jim, écrivit Paul, « J'ai une histoire que tu vas avoir du mal à croire, mais j'ai des photographies, et il y a des preuves dans les montagnes qui corroborent ce que je vais te dire. Appelle-moi quand tu recevras ça. » Jim appela le lendemain matin. Paul lui raconta tout. Le puma, la créature, l'attaque, la chute. Il décrivit les images sur son appareil, le collier de suivi écrasé,
les questions que les agents de la faune se posaient. Il parla pendant près d'1 heure, sa voix se brisant parfois, ses mains tremblant alors qu'il tenait le téléphone. Quand il eut fini, Jim resta silencieux un long moment. Puis il dit « Envoie-moi les images. Laisse-moi les regarder. Et ensuite, parlons de la façon d'écrire ça pour que les gens le lisent, vraiment sans te prendre pour un autre illuminé. » L'article prit 3 semaines à écrire. Paul ne commença pas par l'impossible. Il commença par l'attaque de l'ours, les blessures, la convalescence. Il décrivit sa carrière de photographe animalier, établissant ses références en tant qu'observateur fiable. Il mentionna le collier du puma, la scène étrange que les agents de la faune avaient trouvée. Il laissa les questions se construire naturellement, menant ses lecteurs vers la conclusion sans jamais l'énoncer explicitement. Il écrivit sur son héritage Shoshone, sur les histoires que sa mère et sa grand-mère lui avaient racontées, sur la façon dont les peuples autochtones d'Amérique du Nord avaient reconnu l'existence de telles créatures depuis des milliers d'années. Il présenta son expérience non pas comme une découverte, mais comme une confirmation, quelque chose que la science n'avait pas encore trouvé, mais que de nombreuses cultures avaient toujours su. Ce n'est qu'à la fin qu'il inclut les images. « Je ne sais pas ce que j'ai vu ce jour-là dans la chaîne de Wasatch », écrivit-il. « Les médecins disent que les commotions peuvent causer des troubles de la mémoire, et je suis prêt à accepter qu'une partie de ce dont je me souviens puisse ne pas être fiable. Mais je sais ce que mon appareil a capturé. Je sais ce que les agents de la faune ont trouvé. Et je sais que quelque chose vit dans ces montagnes. Quelque chose qui ne rentre dans aucune catégorie que nous avons créée pour le monde naturel. Je ne demande à personne de me croire. Je leur demande seulement d'envisager la possibilité que le monde soit plus vaste et plus étrange que nous ne l'avons supposé. Qu'il y ait des choses dans les endroits sauvages que nous n'avons pas encore cataloguées. Que la science, malgré toute sa puissance, a encore des mystères à résoudre. Je suis allé dans ces montagnes à la recherche d'un puma. Ce que j'ai trouvé était tout autre chose. Et que vous croyiez mon récit, ou que vous le rejetiez comme une fantaisie, cette chose est toujours là-bas. Toujours à observer. Toujours à attendre la prochaine personne qui s'aventurera trop loin sur son territoire. Jim lut le brouillon et n'apporta que des changements mineurs. « C'est bon, dit-il. C'est honnête. Tu ne prétends rien que tu ne puisses soutenir. Tu laisses les lecteurs se faire leur propre opinion. Et les photographies? Ce ne sont pas des preuves. Tu le sais. Elles sont trop floues, trop lointaines. N'importe quel sceptique dira que c'est un ours, un jeu de lumière ou une manipulation numérique. » Jim fit une pause. « Mais pour les lecteurs qui veulent te croire, c'est suffisant. Et pour les lecteurs qui veulent rejeter, rien ne serait jamais suffisant de toute façon. Les photographies donnent à ton histoire une légitimité sans faire d'affirmation que tu ne peux pas défendre. » Le magazine publia l'article 3 mois plus tard, dans son numéro de printemps sur le plein air. Ils lui consacrèrent 12 pages, en couleur, avec les images de Paul agrandies suffisamment pour montrer chaque détail flou. La couverture l'annonçait comme « La rencontre de Wasatch, l'histoire impossible d'un photographe animalier ». La réaction fut mitigée. Certains lecteurs la rejetèrent comme une fiction évidente, une tentative désespérée d'attirer l'attention de la part d'un photographe dont la carrière était sur le déclin. Les commentaires en ligne allaient du moqueur à l'hostile, les sceptiques décortiquant chaque détail du récit de Paul, contestant sa chronologie, remettant en question ses motivations, suggérant que tout cela était un coup de pub, conçu pour vendre plus d'exemplaires du magazine. D'autres l'adoptèrent avec la ferveur des vrais croyants, ajoutant le récit de Paul à leur collection d'observations de Bigfoot et de preuves de Sasquatch. Les courriels inondèrent sa boîte de réception de la part de personnes qui avaient leurs propres histoires à raconter, leurs propres rencontres dans des endroits reculés, leurs propres raisons de croire que quelque chose vivait dans les espaces sauvages que la science refusait de reconnaître. Certains de ces récits étaient clairement fabriqués.
l'œuvre de fantaisistes et de personnes en quête d'attention. Mais d'autres raisonnaient avec la même certitude confuse que Paul ressentait lui-même. Un courriel venait d'un homme de l'État de Washington qui avait vu quelque chose de similaire en randonnée dans les Olympiques. Un autre venait d'une femme de Colombie-Britannique dont le père avait rencontré des créatures dans les chaînes côtières dans les années 1970. Un employé du service forestier du Montana écrivit pour dire qu'il avait trouvé des traces, comme celles que Paul décrivait, les avait photographiées, avait soumis ses preuves à ses supérieurs, qui les avaient tranquillement classées et lui avait dit de ne plus jamais en parler. La communauté cryptozoologique s'en aperçut. Paul reçut des demandes d'interviews de podcasts et de chaînes YouTube dédiées à la recherche sur le Bigfoot. Il en déclina la plupart, mal à l'aise avec la crédulité enthousiaste qui caractérisait une grande partie de ce monde. Il avait passé sa carrière en tant que scientifique d'une certaine manière, un documentaliste du monde naturel, et il ne pouvait pas s'aligner avec des gens qui semblaient pas plus intéressés à croire qu'à savoir. Quelques-uns, une précieuse minorité, l'abordèrent avec le genre de scepticisme réfléchi que Paul lui-même avait pratiqué avant cette matinée d'octobre. C'étaient des chercheurs, certains universitaires, d'autres indépendants, qui prenaient au sérieux la possibilité que de grands primates puissent exister sans avoir été découverts dans les vastes zones sauvages d'Amérique du Nord. Ils n'exigeaient pas que Paul prouve l'impossible. Ils lui demandaient simplement de partager ce qu'il avait observé, d'ajouter sa donnée à l'accumulation de preuves que quelque chose était là-bas. Une de ces chercheuses, une primatologue à la retraite de Lucy Davis, nommée Eleanor Vance, prit l'avion pour l'Oregon afin d'interviewer Paul en personne. Elle passa 3 jours avec lui, enregistrant des heures de témoignages détaillés, examinant ses photographies, posant des questions qui sondaient la fiabilité de sa mémoire et la cohérence de son récit. « J'étudie ce phénomène depuis 30 ans, lui dit-elle le dernier jour. La plupart des témoins mentent, se trompent ou souffrent d'une forme de perturbation psychologique. Mais vous êtes différent. Vous êtes entraîné à observer la faune. Vous êtes entraîné à identifier des espèces à distance. Et votre récit est cohérent d'une manière que les histoires fabriquées ne le sont presque jamais. « Vous me croyez ?» demanda Paul. Elle resta silencieuse un moment. « Je crois que vous avez vu quelque chose que vous n'avez pas pu identifier. Je crois que quelque chose a tué un puma et vous a jeté en bas d'une montagne. Quant à savoir ce qu'était ce quelque chose. » Elle haussa les épaules. « J'ai appris à être à l'aise avec l'incertitude. Le monde est plein de choses que nous n'avons pas encore expliquées. Peut-être que ceci en est une. » Les agents de la faune continuèrent de surveiller la zone. D'autres colliers de suivi disparurent au cours des mois suivants, toujours dans des endroits reculés, toujours retirés plutôt que simplement cassés. Les félins auxquels ils étaient attachés ne furent jamais retrouvés. Pas de corps, pas d'os, aucun signe de prédation par un animal connu. Le schéma suggérait une intelligence, une planification, une compréhension de la technologie humaine qui allait au-delà du simple instinct animal. La division des ressources fauniques de l'Utah attribua officiellement les incidents à un dysfonctionnement de l'équipement et à une prédation normale par des ours et d'autres animaux sauvages. Officieusement, selon Dana Martinez, certains agents avaient pas recommencé à se demander si quelque chose d'autre ne se passait pas. Paul ne retourna jamais dans ces montagnes. Il vendit sa maison à Boulder et déménagea sur la côte, dans une petite ville de l'Oregon où les forêts étaient denses et humides et complètement différentes du haut désert de l'Utah. Il photographiait toujours la faune, mais seulement en groupe maintenant, seulement dans des zones bien fréquentées, seulement dans des endroits où l'aide n'était jamais à plus d'un coup de téléphone. La décision de déménager avait été progressive. Au début, il s'était dit qu'il prenait juste une pause, se remettant de ses blessures,
digérant ce qui s'était passé. Il avait loué un chalet sur la côte de l'Oregon avec l'intention de rester 1 mois ou 2. Le mois devint 3, puis 6, puis 1 an. Finalement, il réalisa qu'il ne retournerait pas au Colorado. Il ne retournerait pas dans les hautes terres, dans les forêts de pins sèches et les canyons rocheux où il avait bâti sa carrière. La peur ne s'était pas estompée avec le temps. Au contraire, elle s'était installée plus profondément dans ses os, devenant une partie permanente de sa façon de vivre le monde. Il se retrouva incapable de randonner seul, incapable de camper sans d'autres personnes à proximité, incapable de passer du temps dans des zones sauvages sans une vigilance constante. Les montagnes, qui avaient autrefois été son sanctuaire, étaient devenues des lieux d'effroi. Sa thérapeute, il avait commencé à en voir une après son déménagement en Oregon, appelait ça de l'hypervigilance, un symptôme courant du stress post-traumatique. Elle ne croyait pas son histoire, pas vraiment, mais elle traitait ses symptômes sérieusement, l'aidant à développer des stratégies d'adaptation pour l'anxiété qui était devenue sa compagne constante. Ce qui s'est réellement passé n'a pas d'importance, lui dit-elle une fois. Votre système nerveux a vécu quelque chose de traumatisant. Votre corps se souvient de ce traumatisme et essaie de vous protéger pour que vous ne le reviviez pas. C'est une réponse normale. Ça ne veut pas dire que vous êtes brisé. Paul appréciait sa compassion, même s'il ne pouvait pas accepter pleinement son cadre de pensée. Elle pensait qu'il souffrait d'un trouble psychologique, d'un dysfonctionnement de la perception et de la mémoire. Il savait qu'il souffrait de connaissance, la connaissance de quelque chose qui existait, qui menaçait, que la plupart des gens ne rencontreraient jamais et ne croiraient jamais. Il garda le collier du puma. L'agent de la faune, Martinez, le lui avait donné après la clôture de l'enquête sans conclusion. « Vous étiez là », avait-elle dit, en lui tendant la bande écrasée d'électronique et de cuir. « Peut-être que vous pourrez comprendre ce que tout cela signifie. » Il ne comprit jamais, mais il garda le collier quand même, dans une boîte dans son placard. Un rappel du jour où le monde s'était révélé plus vaste et plus étrange qu'il ne l'avait jamais imaginé. Parfois, tard dans la nuit, il le sortait et le tenait, sentant les marques où la poigne de quelque chose avait écrasé le boîtier en plastique, traçant les fissures dans la sangle en cuir. C'était une preuve, la seule preuve physique qu'il avait, et cela l'ancrait lorsque les souvenirs devenaient trop intenses ou que le doute devenait trop fort. Certaines nuits, allongé éveillé dans sa chambre sur la côte, écoutant la pluie contre les fenêtres, Paul pensait à la créature. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé, de l'intelligence dans ses yeux, de la décision délibérée qu'elle avait prise de ne pas le tuer. Il se demandait si elle était toujours là-bas, se déplaçant toujours à travers la chaîne de Wasatch, observant toujours les humains qui s'aventuraient sur son territoire. Il se demandait si elle se souvenait de lui aussi. La question le hantait plus que tout autre. La créature pensait-elle? Se souvenait-elle? Avait-elle une conception des humains individuels ou toutes les personnes étaient-elles interchangeables pour elle? Juste une autre espèce qui errait dans son domaine. Quand Paul avait regardé dans ses yeux, il avait vu de l'intelligence, de la conscience, de la reconnaissance. Mais la reconnaissance de quoi? De lui en tant que personne? Ou simplement de lui en tant que menace à évaluer et à gérer? Il n'y avait pas de réponse. Il n'y en aurait jamais. La créature gardait ses secrets, et Paul gardait ses souvenirs, et quelque part entre eux se trouvait une vérité que ni la science ni la foi ne pouvaient pleinement saisir. Le courriel arriva un mardi après-midi, près d'1 an après la publication de l'article du magazine. Paul était assis sur sa terrasse arrière, regardant le Pacifique gris rouler contre les rochers en contrebas. Il faisait beaucoup ça ces derniers temps. S'asseoir, regarder, penser.
L'agitation qui avait guidé sa carrière pendant 3 décennies s'était estompée en quelque chose de plus calme. Quelque chose qui aurait pu être la paix ou la résignation. Il n'en était plus sûr. La côte de l'Oregon lui convenait d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Le brouillard et la pluie constante créaient une sorte de douceur dans le paysage, un assourdissement des couleurs et des sons qui semblaient protecteurs après la clarté brutale de l'ouest montagneux. Il avait photographié la faune locale, otaries, pélicans, la baleine grise occasionnelle faisant surface au large. Mais son cœur n'y était plus comme avant. L'appareil photo était devenu un outil plutôt qu'une passion, quelque chose qu'il utilisait pour payer les factures, plutôt que quelque chose qu'il aimait. Ses voisins le connaissaient comme un homme calme, agréable, mais distant. Quelqu'un qui restait dans son coin et semblait porter un poids dont il ne parlait jamais. Il s'était fait quelques amis. Helen Marsh, l'enseignante à la retraite, d'à côté. Tom et Sarah Lindgren, un couple qui tenait une petite galerie en ville et avait exposé certaines de ses photographies côtières. Mais ces relations restaient en surface, n'allant jamais assez profondément pour toucher aux expériences qu'il avait amenées ici. Son téléphone vibra avec la notification d'un nouveau message. Il l'ignora presque. La plupart de ses courriels ces jours-ci étaient des spams, des demandes d'enthousiastes de la cryptozoologie demandant des interviews, ou des messages haineux de sceptiques qui pensaient qu'il avait fabriqué toute l'histoire pour attirer l'attention. Les vrais croyants voulaient qu'il confirme leurs fantasmes. Les sceptiques voulaient qu'il admette ses mensonges. Aucun groupe ne pouvait accepter la simple et terrible vérité. Il avait vu quelque chose qui ne devrait pas exister, et il ne savait pas quoi faire de cette connaissance. Mais quelque chose le poussa à vérifier quand même. L'expéditeur était Dana Martinez. « Monsieur Swiftwater », commençait le courriel. « J'espère que ce message vous trouve bien. J'ai essayé de vous appeler, mais le numéro que j'ai pour vous semble être déconnecté. Je voulais vous informer de certains développements dans l'affaire Wasatch que je pensais que vous trouveriez intéressants. Nous avons eu 3 autres pannes de collier au cours des 6 derniers mois, toutes dans la même zone générale. Chaque fois, le schéma est le même. Une période d'activité normale, puis un mouvement violent soudain, puis plus rien. Nous avons récupéré 2 des colliers. Les 2 ont été retirés intacts, non brisés par la prédation. Mais voici la chose qui m'a fait penser à vous. Le mois dernier, une de nos équipes de terrain a installé des pièges photographiques près de l'un des sites de récupération. Nous espérions attraper ceux qui prenaient nos pumas. 2 caméras ont été détruites en 1 semaine, mais une 3e, cachée à un autre endroit, a capturé quelque chose. J'ai joint l'image. Je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez. Les mains de Paul étaient au stable alors qu'il ouvrait la pièce jointe. Des années de photographie animalière l'avaient entraîné à contrôler ses réactions physiques, à rester calme même face à quelque chose d'inattendu. Mais lorsque l'image apparut sur son écran, il sentit son rythme cardiaque s'accélérer malgré tout. La photographie avait été prise de nuit, l'infrarouge teinté de vert d'un piège photographique. Elle montrait une section de forêt. Tremble, chêne broussailleux. La végétation familière de la chaîne de Wasatch. Au premier plan, un puma gisait sur le sol, son collier de suivi clairement visible autour de son cou. Derrière le puma, à peine visible dans l'ombre, se tenait une silhouette. La qualité de l'image était médiocre, la distance trop grande pour une résolution claire. Mais la forme était indubitable. Des épaules larges, de longs bras, un corps qui se tenait droit d'une manière qu'aucun animal connu en Amérique du Nord ne pouvait égaler. Et des yeux, 2 points de lumière réfléchis, regardant directement l'appareil photo. Regardant Paul. Il fixa l'image pendant un long moment. Puis il ferma son ordinateur portable et se dirigea vers son placard. La boîte était là où il l'avait laissée, poussée dans le coin arrière derrière du vieux matériel photo et des vêtements rarement portés. Il la sortit et l'ouvrit.
Le collier du puma gisait à l'intérieur, toujours écrasé, montrant toujours les marques de la poigne de quelque chose. Paul le ramassa, sentant son poids dans sa main. Le cuir était maintenant craquelé, desséché par une année passée dans une boîte. L'unité GPS était morte, sa batterie épuisée depuis longtemps. Mais en le tenant, Paul pouvait encore sentir la présence de ce qui s'était passé. Pouvait encore se souvenir des yeux de la créature, de l'intelligence derrière eux. Pouvait encore entendre ce faible grondement, celui qui semblait vibrer dans sa poitrine, même à distance. Il sortit sur sa terrasse et regarda vers les montagnes qui s'élevaient derrière sa ville côtière. Des montagnes différentes, des forêts différentes. Mais quelque part là-bas, quelque part dans les endroits sauvages où les humains s'aventuraient rarement, des choses vivaient que la science n'avait pas cataloguées, que les registres officiels ne reconnaissaient pas, que la plupart des gens rejetteraient comme impossible. Paul savait mieux maintenant. Il avait vu l'impossible. Il avait été touché par lui, marqué par lui, changé par lui d'une manière qu'il découvrait encore. Et il comprenait, avec une certitude qui dépassait la logique ou la preuve, que son histoire n'était pas unique. D'autres personnes avaient vu des choses dans la nature. D'autres personnes avaient rencontré des créatures qui ne devraient pas exister. D'autres personnes étaient sorties des bois avec leur compréhension du monde fondamentalement altérée. Certains d'entre eux avaient raconté leurs histoires. La plupart ne l'avaient pas fait. Le monde n'était pas prêt à croire, et la plupart des gens apprenaient cette leçon avant d'essayer de partager ce qu'ils avaient vécu. Paul prit son téléphone et commença à composer une réponse à l'agent Martinez. « Merci de partager ceci », écrivit-il. « L'image est remarquable. Je remarque que le sujet semble regarder directement l'appareil photo. J'ai eu une expérience similaire lorsque j'ai été observé. Ces créatures semblent être conscientes de notre technologie d'une manière que nous n'avons pas pleinement appréciée. Je ne suis pas en mesure de retourner en Utah, mais je serais très intéressé de continuer à recevoir des mises à jour si vous êtes disposé à les partager. Et si jamais vous voulez discuter de ce que ces rencontres pourraient signifier, je suis disponible pour parler. Une dernière chose, dans vos enquêtes, avez-vous trouvé des preuves que les créatures coopèrent, qu'elles pourraient travailler ensemble ou communiquer à distance? Je me pose la question depuis un certain temps. Le niveau d'intelligence impliqué par leur comportement, retirer les colliers, éviter les caméras, comprendre que certaines actions attireront l'attention humaine, suggère quelque chose au-delà du simple instinct animal. Je ne sais pas ce que cela signifie pour la façon dont nous devrions aborder cela, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Il envoya le courriel et posa son téléphone. Le soleil se couchait sur le Pacifique maintenant, peignant l'eau de nuances d'orange et d'or. Paul regarda la lumière s'estomper, le collier écrasé toujours dans sa main. Le matin, il remettrait le collier dans sa boîte. Il retournerait à sa vie tranquille, à ses photographies prudentes, à ses journées à regarder l'océan. Il continuerait d'être l'homme qui était reparti vivant de la chaîne de Wasatch, qui avait vu quelque chose d'impossible et avait survécu pour le raconter. Mais il continuerait aussi à observer, à écouter, à s'interroger sur ce qui vivait dans les endroits sauvages, sur ce qui pourrait le regarder en retour depuis les forêts, les montagnes et la nature profonde qui couvrait une si grande partie de ce continent. Le monde était plus vaste qu'il ne l'avait su, plus étrange qu'il ne l'avait cru, plus dangereux et plus merveilleux que tout ce à quoi ces décennies d'expérience l'avaient préparé. Et quelque part là-bas, quelque chose observait, toujours en train d'observer. Paul Swiftwater mourut un jeudi matin de fin mars, 4 ans après sa rencontre dans la chaîne de Wasatch. La cause fut une crise cardiaque, soudaine et massive, du genre qui tue avant même que la victime ne sache que quelque chose ne va pas. Il avait 72 ans
et il mourut seul dans sa maison, surplombant la côte de l'Oregon. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Il avait fait du café, vérifié ses courriels, regardé les vagues se briser contre les rochers en dessous de sa terrasse. Le brouillard avait été épais ce jour-là, le genre de brume côtière dense qui étouffait les sons et réduisait la visibilité à quelques dizaines de mètres. Il avait pensé sortir photographier les oiseaux de mer qui se rassemblaient sur les rochers par temps de brouillard, mais avait décidé d'attendre que la visibilité s'améliore. Il n'en eut jamais l'occasion. Vers 10 heures du matin, quelque chose dans sa poitrine céda. On le trouva des heures plus tard, affalé dans son fauteuil préféré, son café froid sur la table à côté de lui. La télévision était allumée, montrant un documentaire sur les éléphants d'Afrique. Son appareil photo était sur l'étagère où il se trouvait toujours, nettoyé et entretenu, prêt pour des missions qui ne viendraient jamais. Son corps fut retrouvé par une voisine venue prendre de ses nouvelles après qu'il ne se soit pas présenté à leur dîner hebdomadaire. La voisine, une enseignante à la retraite nommée Ellen Marsh, connaissait Paul depuis 3 ans. Elle dira plus tard au journal local qu'il avait été un homme calme, amical, mais réservé. Quelqu'un qui semblait porter un poids qu'il ne déposait jamais tout à fait. Il passait beaucoup de temps à regarder les montagnes, dit-elle. Parfois, je venais et je le trouvais juste debout sur sa terrasse, fixant la lisière des arbres comme s'il s'attendait à ce que quelque chose en sorte. Je lui ai posé la question une fois et il a juste souri et dit qu'il avait appris à prêter attention aux choses que la plupart des gens négligeaient. Elle fit une pause, se souvenant. Il ne m'a jamais raconté ce qui lui était arrivé. Pas toute l'histoire. Mais j'ai eu le sentiment que quelque chose l'avait changé. Quelque chose qu'il avait vu ou vécu, qui avait rendu le monde différent pour lui. Il était toujours en train d'observer, toujours alerte, comme s'il savait quelque chose que le reste d'entre nous ignorait. La nécrologie parue dans les journaux de Boulder mentionnait sa carrière de photographe animalier, ses nombreux prix et publications, ses décennies de travail à documenter le monde naturel. Elle mentionnait son héritage Shoshone, ses années dans la région de Wind River, ses contributions aux efforts de conservation dans l'Ouest américain. Elle mentionnait le célèbre article de Wasatch presque après coup, comme si la rencontre qui avait défini ces dernières années n'était qu'une autre entrée sur une longue liste d'accomplissements professionnels. Le journal local de l'Oregon publia un article plus court, se concentrant sur son temps dans la communauté côtière. Ils le décrivirent comme un photographe talentueux qui avait contribué de belles images à la scène artistique régionale. Un voisin aimable qui avait aidé lors d'événements communautaires. Un homme privé qui ne s'était jamais pleinement intégré dans les cercles sociaux locaux, mais qui avait été respecté néanmoins. Seul un détail suggérait la vérité plus profonde. Lorsque la succession de Paul fut réglée, son avocat découvrit un coffre-fort dans une banque locale. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets, des documents d'assurance, l'acte de propriété de sa maison, quelques bijoux de famille hérités de sa grand-mère, quelques vieilles photographies de sa mère dans la région de Wind River. Et au fond de la boîte, enveloppé dans un tissu, se trouvait un collier de suivi de pumas écrasé. L'avocat, un jeune homme nommé David Chen, qui n'avait jamais rencontré Paul en personne, examina le collier avec une curiosité perplexe. Il était clairement endommagé, le boîtier en plastique fissuré et déformé, la sangle en cuir montrant des marques profondes qui auraient pu être faites par des dents ou des griffes. Une unité GPS était intégrée dans le boîtier, sa batterie morte depuis longtemps, ses circuits silencieux. Il y avait une note attachée au collier, écrite à la main avec l'écriture soignée de Paul. Le papier avait légèrement jauni, suggérant qu'elle avait été écrite il y a quelque temps et laissée dans la boîte pour être trouvée après la mort de Paul. À quiconque trouvera ceci. J'ai vu quelque chose dans la chaîne de Wasatch que la science dit ne pas pouvoir exister. Le collier ci-joint est la preuve que je ne mens pas.
et que je ne suis pas fou. La créature qui a détruit ce collier est toujours là-bas. D'autres l'ont vue. D'autres la verront dans les années à venir. N'allez pas la chercher. Elle est dangereuse et intelligente et ne veut pas être trouvée. Mais sachez qu'elle existe. Sachez que le monde est plus étrange que nous aimons l'admettre. Sachez que les endroits sauvages recèlent encore des secrets que nous ne sommes pas prêts à comprendre. J'étais un sceptique autrefois. J'ai passé toute ma vie à croire que si quelque chose ne pouvait pas être mesuré, documenté et évalué par des pairs, ce n'était probablement pas réel. J'avais tort. Il y a des choses dans ce monde qui existent au-delà de notre compréhension, qui ont toujours existé, qui continueront d'exister longtemps après que nous soyons passés à ce qui vient après. Si vous lisez ceci, vous vous demandez probablement quoi faire de cette information. Je me suis posé la même question pendant des années. Finalement, j'ai décidé que certaines vérités sont trop grandes pour qu'une seule personne les porte. Alors, je vous transmets cette vérité, qui que vous soyez. Faites-en ce que vous voudrez. Paul Swiftwater, témoin. L'avocat, incertain de ce qu'il devait faire d'un legs aussi étrange, fit finalement don du collier à la division des ressources phoniques de l'Utah. Il fut catalogué, examiné et classé dans un casier à preuves, où il se trouve encore aujourd'hui. Les données GPS de l'unité furent récupérées et ajoutées à la base de données en cours sur le suivi des pumas. Un point de données de plus dans un schéma que les agents de la faune avaient remarqué, mais ne pouvaient expliquer. L'agent Dana Martinez prit sa retraite 2 ans après la mort de Paul. Avant de partir, elle demanda des copies de toute la documentation relative aux incidents de Wasatch, les données des colliers de suivi, les images des pièges photographiques, la déclaration originale de Paul et sa correspondance ultérieure. Elle dit que c'était pour un projet personnel, quelque chose sur lequel elle travaillait pendant son temps libre. Le projet devint un livre, auto-publié et distribué principalement via les communautés cryptozoologiques en ligne. Il se vendit à quelques milliers d'exemplaires, principalement à de vrais croyants qui l'ajoutèrent à leur collection de preuves sur le Bigfoot. Les critiques grand public l'ignorèrent complètement. Mais sur certains forums Internet, dans certains cercles d'enthousiastes, de chercheurs et de personnes qui avaient vu des choses qu'elles ne pouvaient expliquer, le livre de Martinez devint une sorte de référence. Il était cité dans les discussions, référencé dans les débats, présenté comme un exemple de ce à quoi devrait ressembler une documentation sérieuse des rencontres inexpliquées. Et toujours, au centre de ces discussions, se trouvait l'histoire de Paul Swiftwater, le photographe animalier qui était parti chercher une photo de puma et avait trouvé tout autre chose. L'homme qui avait été jeté en bas d'une montagne par quelque chose qui ne devrait pas exister. Le témoin dont les images, aussi floues et peu concluantes soient-elles, représentaient certaines des meilleures preuves jamais capturées d'une créature que la science refusait de reconnaître. Dans la chaîne de Wasatch, la vie continuait comme elle l'avait toujours fait. Les randonneurs parcouraient les sentiers, leurs bottes crissant sur le gravier, leurs voix portant dans l'air raréfié des montagnes. Les chasseurs poursuivaient cerfs et wapitis à travers les trembles et les chênes broussailleux. Les agents de la faune surveillaient leurs colliers de suivi et enquêtaient sur leurs mystérieuses pannes, rédigeant des rapports qui soulevaient des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Les montagnes gardaient leurs secrets, comme les montagnes le font toujours. Le canyon spécifique où Paul avait eu sa rencontre resta largement intact. Il était reculé, difficile d'accès, loin des sentiers populaires qui attiraient touristes et randonneurs d'un jour. Occasionnellement, un chercheur ou un aventurier s'aventurait dans ces profondeurs, attiré par l'article du magazine ou par des rumeurs qui circulaient dans certaines communautés en ligne. La plupart ne trouvaient rien d'inhabituel. Quelques-uns rapportèrent des bruits étranges, des sensations d'être observés, des traces dans le sol meuble qui ne correspondaient à aucun animal connu.
Aucun n'eut une rencontre comme celle de Paul. La population de pumas dans la région fluctuait comme elle l'avait toujours fait, augmentant et diminuant avec la disponibilité des proies et les dynamiques territoriales. Les biologistes de la faune continuaient à poser des colliers aux félins et à suivre leurs mouvements, continuaient à perdre des colliers dans des circonstances qu'ils ne pouvaient expliquer, continuaient à rédiger des rapports qui ne menaient nulle part. La position officielle resta inchangée. Panne d'équipement, prédation normale, rien à enquêter. Mais officieusement, parmi ceux qui avaient travaillé dans la région pendant des années, il y avait des chuchotements. Des histoires racontées autour des feux de camp et dans les arrière-salles des postes de garde forestiers, des récits qui n'apparaîtraient jamais dans aucun document officiel. Certains des agents plus âgés se souvenaient d'incidents des décennies passées, de rencontres qui avaient été tranquillement enterrées, de preuves qui avaient été perdues, détruites ou simplement ignorées. Et quelque part dans ces hauts canyons, dans les endroits où les humains s'aventuraient rarement, quelque chose continuait de se déplacer à travers la forêt. Quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose qui était là bien avant l'arrivée des premiers colons et qui serait là bien après que la dernière ville soit tombée en ruine. Il ne connaissait pas Paul Swiftwater. Il ne se souvenait pas de la rencontre de cette matinée d'octobre, de l'humain avec l'étrange appareil qui observait depuis les rochers au-dessus. Il ne comprenait pas que quelque part, dans une boîte, dans un casier à preuves, un collier écrasé portait encore les marques de sa poigne. Il ne comprenait pas que son existence avait été documentée, discutée, débattue dans des publications et des forums en ligne à travers le monde. Il existait simplement, il chassait, mangeait, dormait et se déplaçait sur son territoire comme son espèce l'avait fait depuis d'innombrables générations. Il observait les étranges créatures qui erraient parfois dans ces montagnes, les choses bruyantes avec leurs revêtements artificiels et leurs outils compliqués. Parfois, il les chassait. Parfois, il les ignorait. Parfois, lorsqu'elles menaçaient ses petits ou ses sources de nourriture, il les tuait. Il ne pensait à rien de tout cela, de la manière dont les humains comprendraient la pensée. Il n'avait pas besoin de penser. Il était, tout simplement. Et les nuits calmes, quand le vent était bon et que la forêt était silencieuse, il grimpait sur les lignes de crête et regardait les vallées en contrebas, les lumières des établissements humains, les routes et les sentiers qui sillonnaient son domaine. Il se tenait là, dans l'obscurité, invisible et patient, et il observait, toujours en train d'observer. Certaines choses sont plus anciennes que l'histoire. Certaines choses survivront à tous les registres que nous tenons, à toutes les histoires que nous racontons, à toutes les preuves que nous essayons si désespérément de collecter. Certaines choses existent au-delà de nos catégories et de nos classifications, au-delà de notre science et de notre scepticisme, au-delà de notre capacité à comprendre ou à contrôler. Paul Swiftwater l'a compris. À la fin, il avait été touché par quelque chose d'ancien et d'étrange, quelque chose qui ne se souciait pas de ses photographies, de ses articles de magazine ou de son besoin désespéré d'être cru. Elle l'avait regardé, l'avait jugé et l'avait laissé vivre. Et cette décision n'avait rien à voir avec les préoccupations humaines de documentation ou de preuves. Il avait eu de la chance. C'était tout. Assez de chance pour survivre. Assez de chance pour s'en aller. Assez de chance pour passer ces dernières années à savoir que le monde était plus vaste et plus étrange que la plupart des gens ne le comprendraient jamais. D'une certaine manière, cette connaissance était un cadeau en soi. La créature dans les montagnes ne savait pas qu'elle avait donné quoi que ce soit à Paul. Elle ne connaissait ni les cadeaux, ni la gratitude, ni le besoin humain complexe de donner un sens aux événements aléatoires. Elle existait simplement, comme elle l'avait toujours fait, se déplaçant à travers les forêts
qui avait été sa demeure bien avant que les humains ne puissent nommer de telles choses. Deux types d'intelligence différents, deux manières différentes d'être au monde. Un matin, dans la chaîne de Wasatch, leurs chemins s'étaient croisés. L'un était mort, en portant un secret qui entrait ses rêves pour le reste de sa vie. L'autre avait continué son chemin, inchangé, ignorant, sauvage. C'est ainsi que la plupart des histoires de rencontres se terminent. Pas avec des réponses, mais avec des questions. Pas avec des preuves, mais avec des témoignages. Pas avec de la compréhension, mais avec de l'émerveillement. L'histoire de Paul Swiftwater s'est terminée comme toutes ces histoires doivent se terminer. Avec la créature toujours là-bas. Avec la vérité toujours incertaine. Avec les montagnes gardant leur silence. Et avec le souvenir de ses yeux, regardant depuis le fond du canyon, rencontrant son regard, le tenant pendant un moment impossible avant que le monde ne s'effondre. Certaines choses, une fois vues, ne peuvent jamais être oubliées. Certaines choses, une fois sues, ne peuvent jamais être ignorées. Et quelque part dans les endroits sauvages, quelque chose observe toujours. Toujours.